il y en a. Donc ce soir c'est le deuxième cours sur l'économie avec Dominique Plion qui va nous parler ce soir de la crise de la zone euro. D'où vient-elle? Pourquoi la construction européenne est-elle remise en cause? Voilà, vous pourrez, comme la dernière fois, poser vos questions. Soit pendant, vous devrez voilà, et soit à la fin. Vous pouvez les noter avant et puis les poser après. Voilà. Bien, mais merci de m'accueillir à nouveau. Donc, bonsoir et bienvenue aussi à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, on va poursuivre notre série sur les crises. On a parlé la dernière fois de la crise globale, hein, avec ses différentes dimensions. Là, on va se centrer plus sur la crise de la zone euro. Donc, on se rapproche un petit peu de notre environnement plus immédiat, disons, si on peut dire, l'Europe et donc la zone européenne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser que notre zone euro, 17 pays membres de la zone euro, constitue l'ensemble qui est aujourd'hui probablement le plus meurtri à bien des égards dans la crise. Je dis bien à bien des égards parce qu'il y a des régions du monde qui sont très meurtries aussi. Mais où il y a vraiment une crise extrêmement profonde, plus profonde qu'ailleurs. Le paradoxe, c'est que cette crise a commencé aux États-Unis, comme vous savez, et qu'en fait, c'est nous qui sommes le plus touchés. Alors qu'on nous avait vendu l'Europe au début en disant, et l'euro en disant, l'euro est un rempart contre les aléas, contre les mauvais vents venant du grand large. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. L'euro est en fait, la zone euro telle qu'elle fonctionne, hein, et a été un amplificateur de crise. Et donc, on voit que vraiment, on n'est pas sorti de tourment. Pour se raccrocher d'ailleurs à l'actualité, vous avez peut-être entendu écouter les informations hier et ce matin, où la Grèce est toujours au centre de la tourmente. Il y en a d'autres, hein, comme l'Espagne aussi d'ailleurs, mais il y a une négociation marathon pour apporter des financements supplémentaires à la Grèce, je crois 34 milliards d'euros le mois prochain, en imposant encore des conditions draconiennes, insupportables, sur le peuple grec, qui est totalement innocent dans cette affaire, il y a des égards, mais qui donc subit une cure d'austérité, pour employer un mot qui n'est sans doute pas assez fort, d'ailleurs on parle d'austérité normatique, et qui ne voit pas le bout du tunnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc on est encore dans la crise, et d'autres pays plus que nous. Et peut-être que nous, ça va s'aggraver encore. On n'est pas les plus malheureux pour le moment, mais ça pourrait s'aggraver. Voilà. Alors moi, je vais essayer, comme la dernière fois, en m'excusant par avance, parce que je ne suis qu'un économiste. Ceci dit, je fais de l'économie politique. Je suis également un citoyen, donc j'ai quand même une vision qui va au-delà de l'analyse économique, mais j'essaye d'utiliser les instruments dont je dispose, à la fois l'économie, sur les institutions, faire un peu d'histoire, etc., pour essayer de mêler toutes ces approches, pour essayer de comprendre d'où vient cette crise et comment on peut la caractériser, et puis un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi, prochain mois ou années, sachant que, vous vous en souvenez, pour ceux qui ont vu le programme des 3 conférences, la troisième, celle de la semaine prochaine, normalement, est consacrée aux sorties de crise, si on peut espérer sortir de la crise. Enfin, on finira par en sortir, sans doute, quand même. Et les politiques, les réformes, les alternatives. Donc, tout ça sera abordé plutôt la prochaine fois. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, pour employer un langage un peu médical, c'est le diagnostic. Et la prochaine fois, ça sera les remèdes. C'est peut-être un peu ambitieux de penser qu'il y a des remèdes. Mais enfin, il y en a sans doute quand même. Voilà. Alors, vous le savez ici, hein, pour certains d'entre vous qui ont mon âge et peut-être un peu plus pour certains encore, vous avez vécu ces différentes étapes. L'Europe, c'est une construction, je dirais, c'est une idée moi, que je qualifie de merveilleuse, hein, une très très belle idée d'après-guerre, qui était de dire stop aux guerres, stop aux 3 guerres que nous avions vécues, hein, les 1870, 1914, 1939. C'est insupportable que les peuples se battent les uns contre les autres. Essayons de construire un espace intégré où nous aurions des intérêts communs pour essayer d'arrêter les guerres. Et c'était
bien sûr une idée extraordinaire, qui reste toujours une idée. Je suis moi personnellement extrêmement européen. Je défends l'Europe, l'idée d'Europe avec une vigueur totale, et même si aujourd'hui ça se passe mal, même si la manière dont ça s'est construit ces dernières années ne me plaît pas du tout, je suis toujours européen, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc voilà, j'annonce la couleur de ce point de vue-là. Et depuis 60 ans, la construction européenne donc, a connu des étapes successives. Donc je vais déjà vous rappeler, mais vous le savez sans doute, hein, les deux premières étapes. La première étape, c'est immédiatement après la guerre, en 1950, la mise en place de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Et c'était une idée très forte qui était de dire, notamment aux Français, aux Allemands, eh bien, vous allez ensemble partager ce qui à l'époque était, au moment de la reconstruction, était fondamental, c'était les sources d'énergie, le charbon, parce qu'à l'époque le charbon était des sources d'énergie majeures, et l'acier pour reconstruire, pour refaire des usines, pour refaire des chemins de fer qui avaient été bombardés, etc. Donc c'était ça l'idée. On se met en commun, on essaie de mutualiser nos ressources. C'est une idée très forte hein, par rapport à ce qui venait de se passer dans la guerre. Et je rappelle d'ailleurs aussi qu'une idée très importante, c'est que une des origines de la Seconde Guerre mondiale, c'était probablement la Première Guerre mondiale et les réparations. C'est-à-dire la volonté de faire payer aux vaincus par des réparations qui ont empoisonné les relations internationales dans l'entre-deux-guerres. Et donc là, il y avait une philosophie complètement différente qu'il faut saluer et qui, notamment, venait des États-Unis, hein, qui était de dire les vaincus, on va les aider, on va les financer, c'est le fameux plan Marshall, etc. Alors, ce n'était pas désintéressé parce qu'il y avait le bloc communiste qui se construisait à quelques centaines de kilomètres, même aux frontières allemandes. Hein. Il s'agissait que l'Allemagne, en tout cas la plus grande partie de l'Allemagne, dite fédérale à l'époque, bascule du bon côté, mais quand même, c'était une philosophie différente de l'après-guerre. C'est les vaincus doivent être aidés, on arrête les hostilités, on essaie de coopérer, etc. etc. Bon. C'est toute une philosophie qui se mettait en place, qui, je crois, est une philosophie tout à fait importante et tout à fait positive. La deuxième étape, c'est 1957, c'est le traité de Rome, le 25 mars 1957, c'est la création de ce qu'on a appelé après le marché commun. Marché commun qui rassemblait 6 pays seulement, hein, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, hein, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Et donc, c'était une deuxième étape où on va plus loin qu'une communauté du charbon et de l'acier, on essaye de construire un espace économique intégré. Alors, vous voyez, on a fait l'Europe aussi, et surtout, on peut le regretter d'ailleurs d'une certaine manière, mais surtout par l'économie, hein, en pensant qu'en organisant un marché commun, des échanges de marchandises, agricoles, etc., on allait resserrer les peuples, enfin en tout cas faire que les peuples aient des intérêts. C'est la thèse qui n'est pas forcément toujours vérifiée, donc de substituer à la guerre militaire et politique une guerre commerciale, comme on va le voir. Enfin, en tout cas, les échanges commerciaux qui impliquent quand même quelquefois la concurrence, etc. Mais enfin bon, c'était l'idée quand même qu'en développant les échanges, on allait faire quelque chose. Mais dans le marché commun, et c'est important de le retenir pour la suite, il y avait beaucoup plus qu'un marché, c'est-à-dire des échanges. Il y avait d'abord un tarif extérieur commun. Donc nous baissions nos droits de douane entre nous, c'est ce qu'on appelle une union douanière. Nous baissions nos droits de douane entre nous, au maximum, progressivement, et on établissait un tarif extérieur commun plus élevé avec les pays tiers qu'entre nous, entre les 6 pays membres. Bon. Et ça, c'est une idée intéressante parce qu'à un moment où on en parlera la semaine prochaine, où on reparle du protectionnisme, de l'idée de se protéger, bon, que certains défendent, hein, d'autres pas. Moi, je ne suis pas très protectionniste, mais je reconnais qu'il y a des formes de protection souhaitables et nécessaires. Bon, il y avait cette idée de protéger. Bon. Et puis, il y avait aussi l'idée de politique commune. Politique commune. Politique, il y en avait déjà dans le domaine du charbon et de l'acier, mais il fallait faire des politiques communes. Alors, il y en a eu dans plusieurs domaines. Il y a eu la politique agricole commune, la PAC, qui a été mise en place. Bon, il y avait beaucoup d'agriculteurs à l'époque, hein, plus que maintenant. En tout cas, les populations agricoles étaient très importantes. La France, de toute façon, est un grand pays agricole, le reste toujours. Et puis, il y avait des politiques dans le domaine aussi de l'aménagement régional. L'idée qu'il y avait des régions qui étaient plus développées que d'autres, et donc il fallait aider. Il fallait essayer de répartir les ressources de manière à aider davantage les régions européennes, par exemple le sud de l'Italie, qui était, ou même le centre de la France, hein, qui était un peu en retard ou qui avait moins d'équipements. Voilà, donc il y avait une volonté aussi d'avoir une politique régionale avec des fonds, des investissements pour développer l'Europe de manière à peu près harmonieuse. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. Je reviendrai sur les autres étapes parce qu'il y en a eu bien sûr
par la suite, mais je voudrais ensuite vous dire la chose suivante, et là on va commencer par rentrer justement dans ce qui va être le germe de la crise actuelle, parce que la crise actuelle de la zone euro, elle remonte loin. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui arrive parce qu'il s'est passé une crise depuis 2007 et que tout d'un coup nous sommes en crise. En fait, l'hypothèse que je défends, l'indice que je défends, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle vient de loin, elle vient des contradictions internes et des insuffisances tout à fait importantes qui ont été ancrées dans la construction européenne dès le début. Et aussi de choix politiques qui ont été faits, qui, à mon avis, ont mené à la crise actuelle. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas exactement d'hier. Alors, quelles sont ces contradictions? Dans la construction européenne, il y avait deux séries de débats, qui ont partagé les Européens et qui ont, quelque part, été à l'origine sont en partie à l'origine du problème d'aujourd'hui. D'abord, il y avait le choix entre approfondir la construction européenne au sens de créer des liens plus forts entre les pays membres, d'accord ? Par exemple en créant des institutions politiques, démocratiques, en essayant de mener des politiques communes, d'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle quelquefois le mouvement d'approfondissement de la construction européenne. Et puis, il y avait l'autre mouvement qui est le mouvement d'élargissement géographique. Élargissement au sens d'augmenter le nombre de membres. Alors, je rappelle qu'au début, on n'était que 6. Aujourd'hui, on est 27 et bientôt 28. Donc, c'était déjà... Or, ces deux mouvements sont en partie antagoniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est un peu comme... On ne peut pas à la fois approfondir, resserrer les liens entre les membres qui sont déjà dans la maison commune, si je puis dire, et en même temps élargir considérablement l'espace géographique. Parce qu'en faisant ça, en faisant rentrer de nouveaux membres, on fait venir des nouveaux membres, c'est une très bonne chose. Hein. Pour le moment, je ne porte aucun jugement de valeur, mais on fait venir des acteurs, plutôt des pays qui sont souvent très différents. Très différents, et ça accroît, chose qui va jouer un rôle très important dans la crise actuelle, ça accroît l'hétérogénéité de l'Europe, de la construction des pays membres. À partir du moment, quand on était 6, on était à peu près les pays, bon, je ne dis pas de niveau de vie totalement homogène, parce qu'entre l'Italie et l'Allemagne, ou même la France, il y a des différences, hein, mais quand même, on était assez proches culturellement, historiquement, au niveau de vie, type d'économie, etc. Bon. À partir du moment où on va s'élargir, on va passer de 6 à 27, en étapes successives, hein, eh bien, on va décider, finalement, de donner la priorité à un processus large d'élargissement plutôt qu'un processus d'approfondissement. Et donc, on va abandonner, ou on va différer, ou on va ralentir la construction de la maison commune. De construire les éléments essentiels de la maison commune, ça perdra du temps. Alors, la deuxième contrainte, donc vous voyez, on a choisi l'élargissement, ça, je crois que beaucoup sont d'accord avec cette idée, au détriment quelque part de l'approfondissement, et aujourd'hui, c'est ça dont on souffre. On manque, par exemple, on y reviendra, d'institutions politiques communes, on n'a pas une vraie démocratie européenne, le Parlement n'a pas le pouvoir qu'il pourrait avoir, il n'y a pas véritablement d'instance politique démocratique à l'échelle européenne, la Commission européenne n'est pas une instance démocratique, par exemple, et donc il y a un vrai problème de construction, on n'a pas poursuivi suffisamment la construction, mais le deuxième élément de contradiction qui complète le premier, c'est qu'il y avait traditionnellement au sein de l'Europe, il y avait le double tendance, je dirais politique, entre ceux qui considéraient que l'Europe devait se construire en grande partie à partir de politiques publiques communes, donc le rôle des États et des politiques publiques devait jouer un rôle important, donc politique agricole, politique énergétique, politique des revenus, etc. Bon. Et puis l'autre tendance, je dirais libérale ou néolibérale, qui consiste à dire non, c'est par le marché que l'Europe doit se construire. Vous savez, on oppose souvent, parfois à tort, mais les politiques, la régulation d'une économie par le marché ou par les politiques publiques. Donc, il y avait la tendance donc à dire non, l'Europe doit se construire d'abord par les politiques publiques fortes, l'agriculture, l'énergie, les transports, etc. Et puis l'autre tendance qui est de dire non, il faut donner le maximum d'espace à la régulation par le marché. La liberté de circulation donc des biens,
les services, les personnes, la régulation par les prix, etc. Bon. Or, ce sont deux visions assez différentes. C'est la deuxième vision qui l'a emporté très clairement, c'est-à-dire c'est la vision, le marché, la régulation par le marché. D'ailleurs, les étapes successives de la construction européenne, l'étape suivante, c'est l'acte unique, ce qu'on appelle l'acte unique de 1987, qui institue le marché unique des biens, des services, des capitaux, des personnes à l'intérieur de l'espace européen. Donc, c'est clairement l'espace, vous voyez la démarche que nous on l'appelle, nous économistes notamment critiques par rapport à ça, la démarche néolibérale, on donne la primauté à la régulation par le marché sur les régulations publiques. Donc, le choix, c'est élargissement plutôt qu'approfondissement, c'est régulation par le marché plutôt que par les politiques publiques. Et les deux sont liés. L'élargissement, d'une part géographique, prioritaire, et d'autre part la régulation par le marché, c'est lié. D'ailleurs, c'est la victoire, et là, je ne fais aucun jugement sur les pays, mais quand même, il y a des pays qui ont des politiques très claires, c'est la victoire de la conception britannique, de la construction européenne. Pour faire un tout petit peu d'histoire, quand nous avons construit le marché commun en 1957, on a sollicité les Britanniques, ils faisaient partie de l'Europe, ils avaient participé à la guerre, etc. Ils étaient nos alliés d'ailleurs, etc., comme vous savez bien sûr. Donc on a dit, enfin les Français et les Italiens ont dit aux Britanniques, est-ce que vous voulez participer à notre entreprise? Et les Britanniques ont dit, oui, mais nous on veut construire une zone de libre-échange. On ne veut pas d'un marché commun avec des politiques publiques fortes, etc. On veut un espace d'abord d'échange. Et comme ils n'étaient pas d'accord avec le projet européen initial du marché commun, c'est-à-dire un espace d'échange, mais aussi de politique publique forte, eh bien ils ont construit l'AELE, qui est l'espace, l'association européenne de libre-échange, avec eux et les pays scandinaves principalement, donc Suède, Norvège, Danemark. Et donc il y avait deux constructions européennes concurrentes au début. La construction, disons, libérale, fondée sur la notion de libre-échange, on donne la priorité à l'échange, au marché, pour construire l'Europe, et la conception, disons, européenne continentale, avec, disons, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., qui était de dire non, nous on veut plutôt un espace intégré, avec des politiques communes, etc. Eh bien, avec l'acte unique, et c'était pourtant un Français qui était président de la Commission européenne, Jacques Delors, l'acte unique signe, pour moi, le choix politique de ce qu'on appelle l'Europe néolibérale, c'est-à-dire d'une Europe qui va se faire d'abord et de plus en plus par la régulation par le marché. Et les étapes successives d'élargissement, où on est passé de 6 à 8, à 9, puis à 15, puis à 22, puis à 27, c'est maintenant tout à fait la victoire de la conception britannique, c'est-à-dire on fait un grand marché, un espace intégré le plus large possible, et d'ailleurs c'est pas terminé. Les Britanniques sont par exemple pour l'intégration de la Turquie par exemple dans l'espace européen. Les Français, en tout cas certains Français, le gouvernement précédent, en tout cas l'actuel c'est pas encore prononcé me semble-t-il, mais le précédent gouvernement avait dit non, pas d'accord. Donc il y a toujours cet antagonisme entre élargissement, maintenir l'Europe dans des frontières pas trop larges pour pouvoir arriver à la gouverner à peu près. Bon, voilà. Vous voyez, en disant ça, vous avez senti que j'ai des préférences. Évidemment, moi je ne suis pas du tout pour une construction par le marché, mais par contre, je dois reconnaître que l'élargissement, c'est quelque chose aussi qui est souhaitable. Je prends juste une période qui est au moment de la chute du mur de Berlin, en 1989. Personnellement, j'aurais été très déçu comme Européen si on n'avait pas accueilli les pays qui étaient, comme on dit, derrière le rideau de fer, qui le souhaitaient, qui voulaient s'intégrer à nous, aux démocraties occidentales. Donc, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, etc., j'étais très content qu'ils rentrent. Mais en même temps, en faisant ça, on introduisait de l'hétérogénéité, parce qu'on avait des pays qui étaient en retard, qui avaient vécu sous un régime économique et politique très différent, etc., qui avaient un retard à combler. D'ailleurs, ce qu'ils ont comblé pour certains d'entre eux très rapidement. La Pologne est un pays qui s'est beaucoup développé depuis quelques années. Mais si vous voulez, c'est clair qu'on a privilégié l'élargissement. Ce n'était pas simple, il n'y avait pas que des considérations économiques, il y avait aussi des considérations politiques, démocratiques. Faire venir ces pays qui le souhaitaient dans l'espace européen. Donc, il ne faut pas tout réduire, bien sûr,
voilà, au raisonnement en termes de marché. Mais quand même, le résultat des courses, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que quand on regarde rétrospectivement la construction européenne, on a très clairement opté pour un espace de libre-échange dans lequel les politiques publiques jouent un rôle de moins en moins important et dans lesquels on pense que c'est le marché qui est le moteur de la construction européenne. Et l'idée, c'est d'élargir géographiquement le plus possible. Voilà. Donc c'est la victoire de ces idées-là qui caractérise la construction européenne. Alors, donc déjà, voilà un peu le décor planté. Ensuite, allons plus loin. D'après l'analyse que je fais avec d'autres économistes, on s'est creusé la tête, on s'est dit, mais d'où viennent les contradictions, les problèmes qui font que l'Europe va si mal aujourd'hui? Eh bien, il y a aussi deux biais, B-I-A-I-S, deux biais, c'est-à-dire on appelle ça des biais, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour expliquer des choix politiques, qui correspondent à des choix politiques, d'autres choix politiques, qui est ce que j'appellerais, alors excusez-moi, je vais employer des mots un peu d'économiste. Il y a d'abord ce qu'on appelle, je vais expliquer ce que j'entends par là, un biais monétariste, et deuxièmement un biais mercantiliste ou néo-mercantiliste. Excusez-moi pour employer ces termes, mais vous allez comprendre quand même qu'ils ont vraiment un sens. Deux biais qui expliquent aussi en partie la crise d'aujourd'hui. Alors, le biais monétariste. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans les années 70-80, en France par exemple, c'était Raymond Barre qui était Premier ministre, on considérait à l'époque que la doctrine dite monétariste, qui donnait un pouvoir extraordinairement important à la monnaie, à la politique monétaire, etc., était la politique importante. Le chef de file des monétaristes, c'était Milton Friedman aux États-Unis, qui est un ultra-libéral aussi, donc c'était la monnaie et le marché, quoi. Hein. Et c'est ça qui devait être le fer de lance de nos économies. Pour ceux qui ont un peu de culture économique, cette doctrine-là se présente comme une doctrine anti-keynésienne. Alors Keynes, c'était qui? Je me rappelle, hein, on a eu quelques séances sur les doctrines économiques il y a quelques années, pour ceux peut-être qui étaient là. Keynes, c'était un économiste qu'on peut présenter comme un économiste libéral à certains égards, mais qui au lendemain de la grande crise des années 30, a écrit un livre extraordinaire, pour moi c'est le plus grand livre d'économie sans doute, qui s'appelle La théorie générale de l'emploi d'intérêt de la monnaie, publié en 1936. Et Keynes montrait que les économies capitalistes, pour pouvoir fonctionner normalement, avaient besoin d'une intervention forte des États, notamment ce qu'on appelle les politiques keynésiennes, de soutien de la demande, d'intervention, etc. Et il était très critique à l'égard des politiques monétaires, qui jugeait insuffisantes. Politiques monétaires, notamment par l'intermédiaire des taux d'intérêt, qu'on manipule. Bon. Et donc, Milton Friedman il y a eu, les idées keynésiennes ont été très en vogue dans l'après-guerre, notamment au moment de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, hein, où les politiques publiques en effet étaient importantes, les États intervenaient, etc. Et puis il y a eu une contre-révolution monétariste, si on peut dire, du coup, c'est dans les années 70-80, c'était le monétarisme qui dominait. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour l'Europe? Ben, ça veut dire qu'on a décidé de construire l'Europe avec la monnaie, de donner la priorité comme moteur de la construction à la monnaie, comme étant un élément majeur de la construction européenne. Et ça a donné Maastricht. Étape suivante après l'acte unique de 87, Maastricht 92, le traité de Maastricht, qui a prévu la mise en place d'une union économique et monétaire qui s'est mise en place, comme vous savez, à partir de 1999, création de l'euro. D'accord, 1999. Bon. Vous avez rappelé du référendum sur le traité de Maastricht. Vous vous rappelez, en France, c'était ric-rac, hein, ça a été, le oui l'a emporté avec quelques, je ne sais pas combien, 50,5, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez peut-être du débat entre Mitterrand, qui défendait la monnaie unique, et Seguin, etc. Enfin, c'était des débats faméliques, il y avait des débats, les Français étaient très divisés hein, là-dessus. Bon. Et donc, c'est le monétarisme qui l'a quand même emporté. Le traité de Maastricht a été donc adopté, et c'est ce qui a mis en place l'Union économique et monétaire quelques années plus tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce biais monétariste? Ben, ça veut dire qu'on décide que la politique la plus importante, c'est la politique monétaire. C'est la Banque centrale, donc la BCE, comme on l'appelle aujourd'hui, hein, la Banque centrale européenne, qui est l'acteur majeur de la politique économique. Unifiée sur l'espace européen. Une politique monétaire unique, une monnaie unique, etc. Donc, et on le voit en ce moment tous les jours, hein, vous lisez les journaux, vous voyez à quel point la Banque centrale, la crise, il faut dire, a renforcé son pouvoir, et c'est vraiment
s'il y a un acteur qui est puissant en Europe, et qui est peut-être le plus puissant, c'est la Banque Centrale Européenne. Et s'il y a un élément de fédéralisme en Europe, l'Europe fédérale n'existe pas, mais il y a quand même des éléments de fédéralisme, le fédéralisme qui existe, c'est le fédéralisme monétaire. Le système européen de banque centrale, qui est présidé par la banque, piloté par la BCE, est un système fédéral. Vous avez des banques centrales nationales au niveau des États et qui sont coiffées par la Banque Centrale Européenne. Bon, on est vraiment dans une construction de type fédéral, mais uniquement pour la monnaie. C'est-à-dire que l'Europe, de ce point de vue-là, est complètement boiteuse, parce qu'elle est allée très loin dans la construction monétaire. C'est pour ça que je dis que c'est du monétarisme, en créant une monnaie unique, une banque centrale unique, extrêmement puissante, et en considérant que la politique monétaire va être l'instrument majeur de politique économique. C'est ce que j'appelle le biais monétariste. Et comme vous savez, cette banque centrale, elle est très puissante, notamment parce qu'elle est indépendante. Elle est indépendante, ça veut dire quoi? Elle est indépendante du pouvoir politique. Ça aussi, c'est la doctrine, la doctrine orthodoxe, parce que on se méfie, soi-disant, des politiques. Si les politiques avaient le pouvoir de contrôler la banque centrale, eh bien, ils l'utiliseraient à des fins, entre guillemets, politiciennes, pour faire la création monétaire, pour défendre des intérêts particuliers, pour se faire réunir, etc. Ça, c'est la doctrine dominante, qui est, à mon avis, éminemment contestable, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a décidé que les banques centrales nationales, mais aussi la BCE, seraient indépendantes. Indépendantes du politique. Mais attention, pas du tout indépendantes des marchés et des banques, etc. C'est très important de le voir. Donc, quand on parle d'indépendance des banques centrales, c'est une indépendance asymétrique. On est indépendant du pouvoir politique, mais pas du tout indépendant des marchés, des lobbies, des intérêts bancaires, etc. Mais c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Donc, voilà le biais monétariste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une banque centrale indépendante, très puissante, une politique monétaire qui est dominante, une construction européenne qui est poussée très loin dans l'ordre monétaire, et pas du tout dans les autres domaines. Par exemple, il n'y a pas de politique budgétaire commune, il n'y a pas de politique fiscale commune, etc. etc. Vous voyez, on a construit l'Europe d'une manière totalement bancale, hein, et ça va être un élément explicatif de la crise, hein, et d'incapacité de sortir de la crise, c'est qu'on a donné la priorité absolue à la politique monétaire dans la construction. Il y a un autre biais. Deuxième biais, à côté du biais monétaire ou monétariste, il y a le biais mercantiliste ou néo-mercantiliste. Alors qu'est-ce que c'est que ce biais? Eh bien, c'est de considérer que, et qui est tout à fait cohérent avec les choix qui ont été faits, notamment le marché. L'idée, c'est que le plus important pour se développer, c'est les échanges, c'est le commerce. Et ça, vous savez, le mercantilisme, pour ceux d'entre vous qui ont un peu de culture historique ou économique, le mercantilisme, ça date du XVIe siècle. Hein. C'était, vous savez, quand les premiers navigateurs allaient circuler à travers le monde, ramenaient des épices, s'enrichissaient par les échanges, y compris la traite des Noirs, etc. C'était du mercantilisme. Hein. Bon, ben, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de néo-mercantilisme, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de mercantilisme, mais c'est du mercantilisme. C'est-à-dire qu'on pense que le modèle économique le meilleur, c'est le modèle économique qui est fondé sur les échanges, et en particulier, je vais employer une expression d'économiste, mais je pense que vous la comprendrez, d'avoir une croissance ou un développement qui est tiré par le commerce extérieur et par les exportations. Le nec plus ultra, le pays qui est montré du doigt comme étant celui qui a réussi, l'Allemagne, c'est le pays qui a précisément sa croissance qui est tirée par les exportations, qui est le pays le plus vertueux parce qu'il a des salaires contrôlés, parce qu'il a une compétitivité très bonne, qui vend ses produits de bonne qualité, qui ont une bonne image, etc., etc., etc. Le pays qui est montré du doigt comme étant le moins vertueux, ça sera par exemple la Grèce, hein, en disant, voilà, regardez les Grecs, ils ont des salaires trop élevés, ils n'arrivent pas à exporter leurs marchandises, etc. C'est pas des bons. Et la France, dans tout ça, d'ailleurs, elle est au milieu, plutôt du côté grec, d'ailleurs, que du côté allemand. Et voilà. Et donc, le biais néo-mercantiliste, c'est de considérer que le modèle qui doit s'imposer dans l'Europe est un modèle fondé sur les échanges comme étant le primat, en quelque sorte, le moteur principal du développement et de la croissance. Or, vous allez comprendre tout de suite que c'est quelque chose qui est une absurdité totale. C'est pour ça que je fais partie des économistes atterrés. On vous a distribué un article sur les économistes atterrés. C'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est un de mes copains, mes collègues, Henri Sterdignac. Parce que c'est de la folie, quoi, ce raisonnement. Pourquoi? Parce que vous voyez que les excédents des uns sont les déficits des autres.
Donc on ne peut pas imaginer que tout le monde soit exportateur et gagnant en vendant plus que les autres. C'est pas possible. Puisque pour exporter plus qu'on importe, ça veut dire qu'en face, il faut quelqu'un qui soit déficitaire. Donc tout le monde ne peut pas être excédentaire. Et donc vouloir construire une Europe en disant il faut que toute la croissance soit tirée par les exportations, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Première remarque. Deuxième remarque, on veut une Europe qui soit construite par des échanges extérieurs, donc ça veut dire qu'on exacerbe la concurrence. C'est ça que ça veut dire. C'est concurrence pour être plus compétitif. Le rapport gallois là, dont on a discuté ces derniers temps, il faut que la France soit plus compétitive. Comment on va être plus compétitif? En baissant les salaires, en baissant les charges sociales, c'est la recette principale. Et en effet, les Allemands, M. Schröder, qui était le chancelier avant Angela Merkel, social-démocrate, a mené une politique de rigueur salariale très forte. Il a fait aussi ce qu'on appelait la TVA sociale, on y reviendra tout à l'heure si vous avez des questions, qui est une forme de dumping fiscal, social, tout ça pour doper les exportations allemandes, et il a très bien réussi. Il a très bien réussi. Alors, il faut dire que l'Allemagne a subi un choc très important, qui est le choc de la réunification en 1989, qui explique pourquoi aussi elle a dû mener certaines politiques de réajustement. Pour elle, ça n'a pas été facile d'absorber, si je puis dire, ou de réunifier les Länder, les 4 Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. Mais si vous voulez, le pied mercantiliste, c'est quelque chose d'absolument majeur. Voilà. Donc, j'ai planté le décor, et maintenant je vais essayer, en partant de ces éléments d'analyse que je viens de présenter, vous voyez, qui sont vraiment à l'origine, qui sont liés à la construction européenne, aux différentes étapes. Donc je répète, étape, charbon-acier, marché commun, on fait des politiques communes dans les secteurs clés, on décide d'avancer dans l'approfondissement, on considère que les politiques publiques sont un élément majeur de construction européenne et de développement économique et social, et puis il y a une bifurcation à partir de l'acte unique de 87, c'est le modèle néolibéral qui l'emporte. Et par-dessus ça, on rajoute la monnaie, ou l'unification par la monnaie, au détriment des autres formes d'intégration, par exemple dans le domaine budgétaire, fiscal, etc. Vous voyez un petit peu et le modèle qui domine maintenant, le modèle des pays dominants, qui réussissent le mieux sur le plan économique, qui ont plus de richesse, qui ont un niveau de vie plus élevé, si on admet que ce critère en état, c'est pas forcément le seul et le meilleur, mais qui est aujourd'hui le pays dominant du point de vue économique, c'est le modèle du pays mercantiliste qui exporte, qui inonde les voisins de ses produits, très compétitifs, très bons, etc., tout ce qu'on veut, mais au détriment des autres qui, eux, sont en déficit. Et donc, la crise européenne, c'est lié à tout ça. C'est lié à tout ça. C'est lié à l'hétérogénéité de l'Europe, liée à l'élargissement. C'est lié au fait qu'on a opté pour une vision de l'Europe par le marché, intégration par le marché, par la monnaie, et par, disons, les échanges, et par la concurrence. Alors, quand est arrivée la crise dite des subprimes, dont on a parlé la dernière fois, la crise qui est le choc financier qui nous est arrivé à partir de 2007. Première réaction de certains de nos gouvernants, d'abord ça a été de minimiser la crise, Madame Christine Lagarde, ministre des Finances, disait à l'époque, c'est un trou d'air, j'aime bien l'expression. Et puis d'autres qui disaient, mais vous inquiétez pas, l'Europe va nous protéger. L'Europe va nous protéger. C'est incroyable, mais c'était ça le discours. Vous inquiétez pas, braves gens, vous pouvez dormir tranquille, l'Europe vous protège, l'euro vous protège. Bien. Eh bien, on a vu exactement le contraire. C'est-à-dire que nous étions en Europe, à l'époque du choc de 2007, quand la crise est arrivée, nous est venue des États-Unis, nous étions dans une situation qui n'était pas extraordinaire, mais en disant qu'on vivait quand même de manière à peu près décente. Il y avait des problèmes, il n'y avait pas une situation grave. Bon. Il y avait quand même des pays qui avaient des difficultés, mais disons que ce n'était pas grave. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand est arrivée la crise, il y a eu les mécanismes européens, ou l'absence de mécanismes d'ajustement en Europe, ont amplifié la crise. Alors, je vais essayer de vous faire un tout petit historique des étapes pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Première étape, la crise des subprimes nous vient des États-Unis. Ça veut dire que nos banques, en particulier, avaient acheté des produits toxiques américains, vous m'arrêtez si je ne suis pas clair, liés aux subprimes, et ont perdu de l'argent. Donc des banques françaises, après les banques américaines, étaient en difficulté. Il a fallu les aider. Comme les banques allaient mal, ça s'est répercuté très rapidement sur l'activité économique. C'est-à-dire qu'il y a eu une récession, vous vous en souvenez peut-être, à partir de 2008. Bon. Les gouvernements sont intervenus.
massivement. D'abord pour aider les banques, pour les, comme on dit, pour les recapitaliser, leur redonner les fonds propres qu'elles avaient perdus parce qu'elles avaient fait des pertes, mais aussi pour soutenir l'activité économique, faire de la relance, comme on disait à l'époque. Hein. Bon. Sauf qu'en faisant ça, il s'est passé la chose suivante, c'est que les déficits publics ont augmenté, parce que les États ont fait des dépenses pour soutenir l'économie, soutenir les banques, et la dette publique a explosé. D'accord ? Donc, dû à la crise. Comme il y avait une récession, en plus, il y avait des recettes fiscales qui rentraient moins dans les caisses de l'État, puisque moins de TVA, moins d'impôts sur les bénéfices, moins d'impôts sur les revenus, puisque l'activité ralentissait, les gens avaient moins de revenus, etc. etc. Bon. Donc, les finances publiques se sont violemment dégradées. En d'autres termes, on peut analyser la crise qui s'est produite en deux étapes, en disant qu'au début, ça a été une crise du secteur privé, et notamment de la dette privée, avec les pays dans lesquels les ménages étaient très endettés, notamment pour des raisons d'achat immobilier. Alors c'est, plus que la France, c'est l'Irlande, c'est le Portugal et surtout l'Espagne, bon, mais le Royaume-Uni aussi d'ailleurs qui est touché, d'accord. Et puis, après il y a eu, comme on dit, une socialisation des pertes, et la dette privée s'est transformée en dette publique. C'est-à-dire que l'État a pris à son compte, les États en Angleterre, en France, en Allemagne, ont pris à leur compte les pertes, et du coup il y a eu une socialisation des pertes, et ça s'est traduit par une dette publique de plus en plus forte. Il faut savoir qu'avant la crise, les pays européens, avant 2007, pris globalement, avaient un niveau de dette publique pas très élevé, moins élevé que les États-Unis, moins élevé que le Japon, par exemple, etc. Donc on n'était pas du tout dans une situation très difficile, il n'y avait pas de problème majeur, il y avait une dette publique assez élevée, mais pas très élevée. Et donc, le choc de la crise a fait que nos dettes ont explosé. Alors, là-dessus, il faut rajouter le fait que nous sommes des économies très hétérogènes, pour les raisons que j'explique, hein, l'élargissement. Et que, de ce fait-là, nos économies n'ont pas réagi de la même manière à la crise. La Grèce, particulièrement, tout de suite a été touchée. Pourquoi? Parce que c'est un pays très fragile. C'était déjà, et c'est encore plus aujourd'hui, un pays très fragile parce qu'il avait déjà un niveau de dette relativement élevé. Il faut reconnaître que c'est un pays où il y a une corruption et il y a une faiblesse de l'État, corruption importante, et une faiblesse de l'État très forte. Et un pays dans lequel beaucoup de gens ne payent pas d'impôts. Beaucoup de gens ne payent pas d'impôts. On a estimé qu'il y a à peu près 30%, presque un tiers, de la production nationale qui échappe à l'impôt, sous forme de paiement de TVA ou l'équivalent, de paiement d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus. Il y a à peu près un tiers de l'activité du pays qui échappe à l'impôt. Alors c'est l'Église, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça, c'est tout le secteur du petit entrepreneuriat, de l'agriculture. Regardez ce qui se passe avec tous les restaurateurs. Enfin, vous avez été en Grèce, on ne vous donne jamais de notes, hein. On paye toujours avec des billets, jamais avec un chèque, jamais avec une carte de crédit, etc. C'est de l'argent qui circule, donc avec des billets tout à fait de manière informelle, comme on dirait, ou clandestinement, pour échapper notamment à l'impôt. C'est une des conséquences, c'est que ça échappe notamment à l'impôt. Et donc c'est un pays fragile, fragile au niveau de sa structure de finances publiques, parce qu'il y a une évasion fiscale, pour ne pas dire une fraude fiscale aussi très importante. Beaucoup mettent l'argent les plus riches, hein, notamment de l'argent à l'étranger, etc. Donc c'est un pays qui était fragile à ce niveau-là. La France, par exemple, par contraste, c'est un pays, nous sommes un pays de ce point de vue-là très solide. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles, nous, quand je dis nous collectivement la France, nous arrivons à nous endetter aujourd'hui à des taux d'intérêt très très faibles, alors qu'on est déjà très endettés, c'est parce que les marchés, quand ils nous comparent à la Grèce, par exemple, raisonnent en comparant les différents pays, ils disent la France est un des pays les plus sûrs parce qu'il y a un État très fort, l'État colbertiste, très bien organisé, les impôts rentrent bien, même s'il y a de l'évasion fiscale, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, comparativement, notamment qu'en Grèce ou en Italie par exemple. Et donc, ceux qui nous prêtent se disent on sera remboursé probablement, on a une meilleure probabilité de remboursement si on prête aux Français que si on prête aux Grecs ou aux Italiens, par exemple. D'accord? Bon, donc, il y a des pays qui sont plus fragiles hein, dans cette crise, si on regarde les finances publiques, la dette de l'État, que d'autres. Hein. Donc, et la Grèce est probablement le pays le plus fragile. D'accord? Mais c'est pas fini. Ce qui s'est passé aussi, c'est que l'Europe, je vous le dis, est hétérogène, et en simplifiant beaucoup, je dirais que l'Europe peut être divisée en deux groupes de pays. Les pays
du nord, pour simplifier beaucoup, c'est pour donner une image, hein, pays du centre, si vous préférez, les pays de la périphérie, ou pays du nord et du sud. Et ce qu'on appelle les pays riches du nord, c'est souvent l'image qu'on emploie, c'est les pays, disons, néo-mercantilistes. C'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche en particulier. Bon. C'est les pays qui sont extrêmement puissants, qui réussissent très bien, certains pays scandinaves hein, aussi sont dans ce lot-là, qui réussissent très bien en matière de commerce extérieur, qui sont très performants, et qui donc vont gagner beaucoup hein, à l'échange. En face de ça, vous avez les pays du Sud, disons, les pays moins performants, moins compétitifs, qui sont donc la Grèce, mais également l'Italie. L'Italie, encore qu'elle a une bonne structure, elle a beaucoup d'entreprises, mais parlons plutôt donc, de la Grèce, alors on les appelle quelquefois, vous savez, comment on les appelle, les pigs, voilà. C'est très péjoratif. Les pigs, c'est Portugal, c'est Irlande, quelquefois on met l'Italie, bon, si on a deux I, hein, le G comme Grèce et S comme Espagne, Spain en anglais. Et donc, ces pays-là sont les pays qui perdent à l'échange, c'est-à-dire qui sont structurellement déficitaires, qui ont un déficit très important. Donc, on a une Europe, et la France, dans tout ça, elle est au milieu, mais du côté des pays déficitaires quand même. Comme vous le savez, vous avez entendu tous les discours, tous les débats sur le déficit de la France. Donc, on est plutôt du côté des pigs, nous. Hein. Et donc, il y a un déséquilibre donc, très fort et qui tente à s'accroître. Alors la question, mais comment se fait-il que les déséquilibres européens s'accroissent de plus en plus et qui font que bientôt on va craquer, on risque d'imploser. Vous savez, c'est comme quand il y a des tensions hein, qui font que ça tire vers l'extérieur, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'euro qui est responsable. C'est la manière dont on a construit l'euro. Alors peut-être un tout petit cours d'économie là-dessus, vous allez voir, c'est très simple. L'euro, c'est une monnaie unique. Quand on a construit l'euro, nous avons abandonné nos monnaies nationales. Il n'y a plus le franc, il n'y a plus le mark, il n'y a plus la lire, il n'y a plus la peseta, etc. Ça veut dire qu'on ne peut plus bouger nos monnaies les unes par rapport aux autres. Autrefois, vous vous rappelez, avant la création de l'euro, quand il y avait encore le franc, la lire, le mark, etc., il y avait des dévaluations, des réévaluations. Les pays qui avaient un peu plus de salaire, d'inflation, qui étaient un peu moins compétitifs, dévaluaient leur monnaie pour retrouver de la compétitivité, c'est-à-dire pouvoir avoir des exportations avec des prix raisonnables, qui se vendaient bien à l'étranger. Et les pays qui avaient